Ça y est, c'est parti. Salut Tanguy, Salut Jimmy. salut Laura, merci. Bonjour. Alors là déjà désolé, hein, pour les quelques, petites minutes, pour la configuration. C'est notre premier YouTube aussi, enfin c'est notre premier direct sur YouTube, hein, donc on se rôde un petit peu. Bienvenue à toutes et tous. Merci Tanguy, merci Laura pour votre présence ici. On va parler, dans cette, vidéo de la certif IAG, de son histoire, mais surtout de son fonctionnement, le process, comment ça marche, les parties prenantes aussi. Vous allez nous parler de comment on devient candidat, comment je deviens jury, comment je deviens éventuellement un organisme habilité aussi. Alors peut-être déjà, pour vous présenter un petit peu, Laura, toi donc tu es chargée d'affaires, chez Certifopac, tu as beaucoup travaillé sur Calliope, Oui, en effet. voilà, et tu nous aides, là donc beaucoup actuellement sur le déploiement de la certif IAG avec, le suivi, des organismes habilités, l'organisation aussi pour les candidats. Oui, c'est ça. On est en train de, tout mettre en place, hein, au niveau de l'administratif, donc c'est là où mon rôle commence et oui, on a tout démarré, je me suis lancée là-dedans. Je Super. pars de Calliope pour aller sur Voilà, l'IA. super, super. Donc on y reviendra tout à l'heure, hein, par rapport à ton rôle et par rapport à ton fonctionnement. Et donc toi, Tanguy, donc gérant de Certifopac, tu vas aussi nous parler, bah, finalement, toi, plutôt de la genèse du projet, pourquoi on en est arrivé là. Parce que faut savoir déjà, à la base, bien sûr, pour ceux qui nous connaissent, que Certifopac, donc nous sommes un organisme certificateur sur Calliope, sur la certification Calliope. Et donc là, on s'est lancé vraiment sur la certification professionnelle de compétences, hein, donc plutôt sur des individus et non plus sur des entreprises comme on avait l'habitude de le faire sur Calliope. Alors, je sais Mmh. pas déjà, Tanguy, est-ce que tu peux peut-être voilà, nous dire un petit peu comment ça se passe par rapport au projet, la genèse. C'est arrivé finalement assez vite. Bien sûr. Alors bon, déjà pour reprendre, qu'effectivement depuis 2022, il y a un engouement, il y a beaucoup d'enthousiasme sur les outils d'IA générative parce que c'est, à peu près durant cette période que ça a explosé. Au final avec, le très célèbre ChatGPT. Mhm. Heu, Puis, nous, enfin avec, Jimmy, c'est comme on l'explique souvent, nous déjà on avait l'attrait un peu, pour tout ce qui est, tous ces outils à caractère, avec ce caractère d'innovation, parce que on aime les appliquer au quotidien et on aime ce que ça nous apporte dans notre travail en termes de performance, en termes d'automatisation. Et forcément, nous, on avait notre casquette de certificateur. Alors, la petite histoire, Certifopac, c'est une entreprise qu'on a montée en 2019 avec Jimmy. Donc on est cofondateurs les 2. Et à la base, c'était pour et c'est toujours, pour délivrer la certification Calliope, qui est une certification, de processus, destinée aux organismes de formation. Et donc forcément, nous, notre métier, c'est la certification et la question qui s'est posée en 2022 quand tout ça arrivait, en fait, on voyait tous les bénéfices et puis tous les risques que ça pouvait générer aussi. Et il y avait de vraies questions qui se posaient sur la compétence demain de ces des personnes qui seraient amenées à utiliser les outils. Et la création du référentiel et les travaux qu'on a menés, sur le sujet, sont partis de Là, cette tu base. parles d'un référentiel, hein, parce que juste pour ceux qui nous écoutent, mais une certification professionnelle, donc dès lors qu'on la délivre, on la délivre sur la base d'un référentiel avec plusieurs Exactement, blocs de compétences. Hein, c'est exactement. ça. En Alors, fait, ouais, même explique-nous finalement comment ça s'est créé en fait, tout ça. Donc il y a 5 compétences, on y il y a 5 reviendra. blocs de compétences. Mais c'est venu comment? C'est venu, déjà je pense aussi, enfin, par l'usage parce que nous on s'en est servi très tôt, de ces outils, Mmh. et derrière on s'est aussi entouré, C'est par le biais d'experts, c'est venu par l'usage et c'est venu aussi, par des opportunités vraiment pas choisies en fait, je pense que c'est des bonnes rencontres plutôt. Je pense qu'on est tombé sur les bonnes personnes qui avaient aussi, des compétences et de l'expertise sur ces outils et avec qui on a pu échanger, pour construire, au final un référentiel de compétences vraiment cohérent. Parce que la question qui se posait aussi, c'est, construire, un référentiel de compétences, c'est, voilà, on peut le faire, mais faire en sorte qu'il soit pertinent dans mmh les mh. prochaines années, c'était un autre enjeu parce que, on voit bien que utiliser l'intelligence artificielle en 2024, ça a déjà beaucoup changé depuis Mmh. 2022. Déjà plus le la même façon Et d'utiliser. dans nos réflexions aussi, ce qu'on disait, parce que la question, elle s'est aussi, beaucoup posée de: «Ah tiens, est-ce qu'on certifie les entreprises sur l'IA, sur les pratiques d'IA?» tout ça. Donc Mmh. ça va arriver, hein, il y a déjà des travaux avec plusieurs normes ISO là qui sont déployées. Mais notre volonté et notre stratégie, c'était de dire, heu: «Attention, piano, piano, avant d'aller certifier déjà dans les entreprises, il faut déjà aussi être capable d'acculturer les personnes et de les monter en compétences sur l'IA générative et sur aussi l'usage responsable
une IA générative. Après, de toute façon, tout ça, certification d'entreprise, de certification professionnelle, c'est des choses qui se développent, j'ai envie de dire, en parallèle. Et dans tous les cas, ça reste intéressant parce que des fois, on va avoir des entreprises qui vont être assez avancées sur le sujet Mmh et qui vont mh. pouvoir se permettre une telle certification système sur les usages des IA. Et comme tu le Ça dis, ça peut être complémentaire. euh, Ça peut c'est- aussi justifier la certifié AG peut justifier derrière que leur personnel est ah compétent bah, sur les ça peut sujets les d'IA. amener aussi sur de la ISO Ouais. derrière, c'est vraiment intéressant. Et après, comme tu le dis, il y a aussi ce besoin d'acculturation où on va avoir quand même un public demandeur qui veulent déjà s'acculturer à ces compétences, à cette compréhension du milieu des IA génératives, de comment on les utilise, comment on les fait bien travailler, et puis l'enjeu éthique derrière, et qui voudront s'en contenter. Voilà. Être en fait dans l'air du temps. On parle beaucoup de fracture du numérique. Voilà, c'est beaucoup de générations qui ont eu du mal à passer au numérique. Et après, demain, on évoque, ben, pourquoi pas, fracture avec l'intelligence artificielle. Alors, oui et non. Peut-être que l'IA aujourd'hui va réduire ces fractures ou peut-être va les augmenter. Mmh. J'ai lu un truc il y a pas longtemps là sur le sujet, il y a plus de 30 des jeunes, donc des moins de 25 ans, qui sont aussi, éloignés, du numérique que les anciens. En fait, ils ne savent utiliser J'ai que lu le même leur article smartphone, récemment. que leurs applis, que TikTok et en fait derrière ils ne savent même En pas envoyer fait, un mail ou faire un copier-coller sur un PC, quoi. c'était même une étude d'une banque qui disait que du coup, bah, ces jeunes-là étaient aussi facilement exposables au risque de fraude que les personnes les plus âgées qui n'avaient pas forcément aussi l'habitude des Et les technologies. risques aussi qui sont liés, à l'IA, parce que ça a Ah, déjà commencé. Il y avait eu aussi un scandale sur un jeune qui s'était aussi suicidé, parce qu'il avait parlé, avec une IA et puis l'IA lui avait dit: «Bah, vas-y, c'est ton dernier choix, vas-y, fais-le» mmh. et en fait, le jeune, s'était suicidé. Enfin voilà, il y a des cas comme ça qui sont très extrêmes et donc je Voilà. pense que voilà, venir aussi avec une certification, de cette sorte et puis pouvoir aussi présenter les enjeux, les risques de l'usage et tout le panel aussi des compétences, qui sont déployées, ça peut être super intéressant. Bon, Laura, est-ce que, tu pourrais nous présenter un petit peu finalement, quelles sont, bah, les personnes qui sont ciblées par cette certification, en termes peut-être, de métier, d'activité? Oui, toute personne finalement qui utilise, les outils multimédia qui vont utiliser finalement l'IA dans leur métier, Mmh. dans leur pratique courante, vont être finalement un public cible pour nous. Donc c'est plutôt très large. Du moment que tu crées du contenu, tu peux Oui, être la cible. tout à fait. Alors, moi, j'insiste quand même sur un point, c'est que sur la fiche de France Compétences, puisque donc cette certification est reconnue par France Compétences sur le répertoire spécifique, Oui, on a quand même 2 métiers cibles. On a le concepteur-rédacteur de contenu multimédia. oui, Alors, c'est très large, hein, en un effet. concepteur-rédacteur. Moi, je suis concepteur-rédacteur parce que je m'occupe, par exemple, des fois de posts LinkedIn ou d'articles SEO pour mon site web. Mais finalement, voilà, c'est plutôt très large. Est-ce que tu as des exemples, toi, en tête, qui te viennent de métiers, par exemple? Heu, je sais que dans le médical, ils s'en servent aussi pas mal. Ouais. On s'en rend pas compte, on a tendance à minimiser un petit peu tout ça, mais ils s'en servent aussi beaucoup. Donc ça peut être aussi, des métiers très intéressés par cette certification, Bon, en tout cas, donc dans le marketing, ça, c'est sûr. dans le marketing, c'est sûr. Community manager, voilà, scénariste, rédacteur web, dans les métiers aussi liés aux médias, donc les journalistes, les reporters, les scénaristes, mais aussi, oui, en fait, tous les métiers un peu transverses qui vont toucher du doigt à de la création de contenu, que ce soit d'ailleurs alors ça, ça peut aussi être un point important, mais c'est pas que du texte. C'est pas que de la génération de texte, ça peut être aussi, l'image, on l'a vu avec Oui, des toutes les vidéos, applis d'IA, ouais. mmh, Les vidéos maintenant aussi avec, toutes les vidéos, qu'on peut voir maintenant avec, Grok, ou avec, Sora. Donc c'est vraiment on est Oui, sur du contenu multimédia. on a une cible aussi qui est très, très intéressante. Ça va regrouper tout ce qui est en fait professionnel du monde de la formation ou du conseil, parce qu'en fait, ne l'oublions pas, mais ce sont des personnes qui sont amenées à créer du contenu de façon assez régulière, assez fréquente, sachant que de par leur métier, bah, les pratiques évoluent et on est constamment dans voilà, comment on transmet efficacement les nouvelles compétences dans des secteurs d'activité spécifiques. Et forcément, la certification peut aussi avoir un intérêt pour ce public-là, justement dans faciliter la création de contenu ou amener une création peut-être plus rapide, plus pertinente, plus efficace en fonction de l'usage qu'on Mmh. a des outils, quoi. Ouais, ouais, OK, super. Alors, on a parlé tout à l'heure des blocs de compétences. On a parlé de 5 compétences clés. Est-ce qu'on pourrait peut-être y revenir? Alors peut-être sans trop rentrer dans le détail parce qu'on a fait
une vidéo dédiée sur le sujet où donc on explique vraiment chaque compétence, en quoi ça consiste. Derrière aussi, quelles sont toutes les modalités d'évaluation sur le sujet. Peut-être voilà, revenir sur ces 5 compétences et nous dire, bah voilà, finalement, la une c'est ça, la 2 c'est ça. Est-ce que Laura, tu veux peut-être commencer? Bien sûr. La première va être, finalement assez simple, ça va être de pouvoir sélectionner le bon outil, Mmh. parce qu'on en a une multitude, hein, d'IA générative et suivant l'objectif qu'on veut, enfin notre objectif final, on va pas utiliser la même IA générative. En effet, si on veut faire un texte, si on veut faire une vidéo, une image, toutes les IA vont pas proposer le même, contenu finalement. Donc ça va être déjà le Et premier même point. si tu veux faire un texte, Oui, toutes les IA toutes textes ne les vont IA, pas proposer la même chose. oui, la même Certains seront peut-être typologie en aussi effet. plus avancés, peut-être moins chers, moins Oui, sécurisés, plus sécurisés. Et en tout à fonction fait. de ça, c'est toute l'analyse aussi de risque Mmh, et l'analyse liée à ton besoin, enfin tout ton besoin primaire oui, qui va, euh, qui va coller, quoi. en effet. En effet. Ensuite, on doit dialoguer, ça c'est la deuxième Ouais. compétence. Il faut être, en capacité de dialoguer avec cette IA générative. Donc c'est pas juste, de faire un prompt finalement, c'est vraiment d'échanger avec l'IA, de voir un petit peu, de se rendre compte, je pose telle question, comment elle me répond, si je peux affiner en posant encore d'autres questions. Ok. C'est Avec l'aide de c'est- c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent le piège, et ça on l'a vu en 2023, euh, quand on allait sur Internet, qu'on tapait formation IA, formation ChatGPT, le mot-clé qui apparaissait, c'était prompt. Prompt engineering, prompting, technique de prompt et machin. Et on a fait le choix, nous, de ne pas rentrer dans ce piège-là, dans cette certification, de pas dire on fait une certification professionnelle sur le prompting. Parce que finalement, alors, un, déjà, c'est très réducteur. Et de deux, on a voulu anticiper aussi le fait que les IA montent en puissance et que le prompt d'aujourd'hui ne sera pas le prompt de demain ou d'après-demain. Et ça se voit déjà parce que un prompt sur ChatGPT, sur Mistral AI ou sur n'importe quoi, on prend le même prompt, on fait ce qu'on fait, mais il y a 2 ans. Déjà, c'est pas du tout le même parce que les IA montent en puissance, les IA nous re-questionnent sur certains sujets. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment intéressant, comme tu dis, c'est plutôt cette notion d'itération avec l'IA, voilà, questionnement inversé aussi, voilà. Quand elle pose une question, en fait, elle nous retravaille aussi après derrière sur le sujet, et ça, c'est bien. C'est surtout que dans les échanges qu'on avait avec certains professionnels du métier, euh, l'IA, elle tend en fait à rendre la vie plus facile à ses usagers. Donc l'idée, s'il faut être expert en prompt pour utiliser un outil d'IA, alors peut-être que dans les débuts c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sera pertinent sur le long terme? On voit bien maintenant, voilà, des fois on peut faire une requête de 3 mots, et l'IA, elle devine presque ce qu'on recherche ou ce qu'on est capable Mm. de demander. Voilà. Alors après, attention, C'est pas on absolu, hein, on n'est mais pas là pour dire que le prompting, c'est voilà, qu'il faut pas en faire ou autre, parce que non, loin de c'est là. c'est sûr que voilà, que ces notions d'input, d'output et de qualité aussi de prompt pour que derrière le contenu soit bon, c'est des choses qui sont abordées dans la certification, Mm. mais on n'a pas voulu que ce soit réduit à ça. Exactement. Voilà. En fait, voilà, tout à fait. Ok, donc je sélectionne donc les bons outils, je dialogue avec l'IA. Qu'est-ce que je fais derrière? Alors, ce dialogue peut déjà générer du contenu, mais Tout à fait. sinon, je peux aussi produire un contenu. On peut C'est produire un ça. contenu, tout à fait. On peut produire un contenu qui doit répondre normalement aux besoins du commanditaire. Donc, il va falloir, collecter, synthétiser. C'est vraiment un travail aussi de production en Ouais. lui-même qui demande aussi un savoir-faire. Et quand tu produis, est-ce que tu tombes bon du premier coup? Mmh. Non? Alors, Ce sauf si on est bon, Si on est très bon, oui, ou alors si on est un on en peu a certains, feignant et bien puis on sûr. veut pas aller au bout, mais Des fois, l'IA nous comprend pas parfaitement, on ne voilà. produit pas tout à fait ce qu'on veut. Et même si on produit bien, derrière, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir cette quatrième compétence, Tout à fait, la révision. la révision. La révision qui permet, déjà d'amener aussi cette réflexion, cet éveil sur le fait que, l'IA, oui, va nous faciliter la vie. Elle va nous amener des productions, mais derrière, elles sont pas forcément tout à fait fiables, elles vont pas forcément correspondre parfaitement à nos attendus et c'est important d'amener aussi notre patte à nous, de reformuler des phrases, voilà, de venir un petit L'esprit peu critique. ajuster les choses. Oui, Ouais, garder son esprit critique, c'est important. ok. L'IA, ne fait pas tout. Et moi, je prends souvent cet exemple-là, mais vous savez, il y a la fameuse méthode A/B testing sur le marketing, avec par exemple newsletter, mail A, mail B. Ensuite, on compare celui qui est le plus ouvert. Bah, j'aime bien, moi, cette méthode-là, mais pour l'IAG, pour l'IA générative, en disant, bon, bah, ok. Et d'ailleurs, certains outils d'IA le font déjà quand on met un prompt.
derrière, ils vont nous proposer la réponse 1 ou la réponse 2. Oui. Et donc, bah, ça, nous, derrière, ça peut nous aider. Et si c'est pas le cas, c'est presque à nous de le faire, de dire: «Attends, attends, bon là, OK, il m'a généré ça. Je vais quand même peut-être, reformuler, peut-être même, lui dire: "Bah, attends, attends, recommence et puis après je vais voir, je vais prendre le meilleur des 2". Oui. OK, et dernière compétence qui est un petit peu en lien par rapport à ce que tu as dit sur la critique, sur enfin sur cet esprit un petit peu critique. Oui, tout à fait. Là, il va falloir être en capacité d'évaluer finalement la bonne utilisation éthique de cette intelligence artificielle. Il faut quand même avoir, vraiment en tête que l'IA va déjà proposer des choses en fonction du pays où on génère aussi l'information. Donc on va pas avoir les mêmes réponses suivant, voilà, les biais en effet, vont avoir un impact. Donc il faut aussi être en capacité d'évaluer tout ça, prendre vraiment connaissance des risques et bah, pour permettre justement une utilisation responsable de l'intelligence Mmh. artificielle. Mmh. C'est le but de cette certification. OK. Alors ça fait très com, hein, parce que oui, c'est l'usage responsable d'une IA, tout ça. Oui. Mais en fait, on essaye, on essaye d'aller vraiment loin sur cette réflexion parce que c'est pas juste de la com, voilà. Si c'est pour utiliser, par exemple, ChatGPT pour faire un truc qu'on aurait pu faire sur Word ou sur Excel, il y a presque cet enjeu éthique de dire: «Attends, là je consomme 10 fois plus que ce que je pourrais faire via ma requête, sur internet». Déjà se poser la question: «Pourquoi je le fais?» Voilà. Et en fait, c'est cet aspect presque autocontrôle, auto-évaluation de, bah, déjà j'utilise l'IA presque entre guillemets, pour la bonne cause, voilà. Et de 2, c'est aussi j'utilise l'IA, mais dans le respect de mon environnement. Si je suis à mon compte, bah, c'est dans le respect de mon code de conduite, professionnel. Si je suis médecin, si je suis, avocat ou autre. Et par exemple, si je suis salarié, toi tu le vois bien, peut-être qu'on peut en parler, mais on a mis en place une charte IA chez Certifopac. Oui. On peut pas faire ce qu'on veut, voilà. On s'engage sur des réflexions, sur attention, heu, quand on collecte, enfin quand on échange avec une IA, on n'échange pas, sur les données personnelles, sur des projets personnels ou autres. Oui, Et ça, c'est des enjeux qui sont vraiment en fait, qui sont oui, qui sont éthiques et responsables. Voilà. tout à fait. On fait pas ce qu'on veut et même si on peut techniquement presque se dire: «Ah bah chouette, je peux faire ce que je veux avec l'IA», derrière, il faut quand même garder la maîtrise sur ce qu'on lui donne. Et en plus, c'est intéressant ce que tu dis et je dérive, mais très rapidement sur le sujet, mais c'est quand tu parles de voilà, d'usage éthique et notamment, par exemple de considération, écologique, ben, on est en train de voir dans les pratiques que, par exemple, l'IA est de plus en plus utilisée, pour remplacer, des moteurs de recherche. Parce que, ben, peut-être, capacité de réponse, et de recherche plus pertinente, plus rapide. Ça nous évite de chercher dans différents liens sur un moteur de recherche et en fait, au contraire, ce que ça suscite, c'est, la pertinence des recherches qu'on va faire, avec les outils d'IA. Si c'est pour, demander, «Fais-moi la recette de ci, de ça» ou une information, en fait, qui est très simple à trouver par soi-même, bah, derrière, voilà, considération, en fait, voilà, l'enjeu de l'utilisation, avec le rapport écologique derrière qui va un jour, commencer à se poser aussi. Enfin bon. OK, bon, vous m'avez bien vendu, la chose là. Moi, je veux me lancer, dans la certif IAG parce que, voilà, moi, je considère que le fait, bah, de certifier ses compétences sur l'IA générative, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous pouvez me parler peut-être des voies d'accès? Comment ça marche? Alors, Est-ce que tout le monde, peut se lancer dans la certif IAG? Est-ce que c'est quand même, limité à certains prérequis, certaines voies d'accès, certaines typologies, je sais pas, étudiants, salariés ou autres? en fait, il y a plusieurs voies d'accès. Il va avoir, la voie d'accès, par la formation continue. C'est-à-dire que, ben, on a fini notre, tronc initial, d'études et on est professionnel sur le marché. Et ben, on souhaite professionnaliser ses compétences, acquérir de nouvelles compétences. Et donc, il y a cette voie de la formation continue. Et bah, on est préparé par un organisme de formation qui ensuite va nous présenter, au certificateur, donc à Certifopac. On a la voie de la formation initiale. Là, on passe la certification par le biais, de son école, voilà, pendant son diplôme. Et on a, la voie, des candidats libres. C'est-à-dire que, bah, on est capable de justifier d'une expérience ou d'une formation, suffisante et adéquate, pour pouvoir candidater par soi-même, Mmh. pour pouvoir, voilà, demander à passer la certification par soi-même. Voilà. Alors ça, on insiste bien, on est d'accord que quelles que soient ces 3 voies d'accès, Certifopac, ne forme pas un Non, centre de formation.
Justement, bah, si je peux dire 2 mots là-dessus parce que, comme je l'évoquais, au début de ce live, donc nous, on a commencé par travailler sur la certification Calliope et quand on est certificateur sur la certification Calliope, on l'est sous couvert d'une accréditation, selon une norme d'accréditation ISO 17065 et cette norme, ben, propose des exigences et enfin même demande de respecter, des exigences d'indépendance et d'impartialité. Donc l'idée c'est que, on peut pas dire, voilà, on crée une certification sur l'IA, et on se positionne comme, formateur, organisme de formation sur l'IA, alors qu'à côté on va aller délivrer de la certification Calliope à des organismes de formation. Mmh. Ça va créer un conflit d'intérêts évident. Donc ça c'est, voilà, ça c'est impossible pour nous et c'est même pas de toute façon c'est pas du tout notre objectif puisque nous, on veut faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire, de l'évaluation et de la certification. C'est notre cœur de métier et ça OK. restera. Donc là, par rapport à ce que tu as dit, donc je suis candidat libre, je passe, directement chez Certifopac. Donc, j'ai tout un dossier à remplir, Ouais. lettre de motivation, tout ça. Alors le Mais ju dossier, mais alors juste avant aussi pour que les auditeurs comprennent bien, je rentre en formation professionnelle, donc, je suis une formation ou une formation initiale. Je peux pas suivre n'importe quelle formation. tout à fait. Alors, qu'on soit en formation initiale ou en formation continue, il faut s'assurer d'être, auprès d'un organisme de formation qui soit habilité par nos soins. C'est-à-dire que, cette certification professionnelle, ce ne sont pas tous les organismes de formation en France qui vont pouvoir préparer, au passage à la certification, mais seulement les organismes qui auront été habilités par Certifopac pour ce faire. Donc cette habilitation, elle implique de notre côté, en fait, un contrôle auprès de l'organisme, qui permet déjà de nous assurer que le référentiel de certification, il soit respecté, à la lettre et que les conditions, de passage à la certification, donc les prérequis, soient, également, respectés. Alors après, on a d'autres vidéos bien plus détaillées sur le Mmh, sujet, mmh. que je vous invite à consulter sur notre chaîne, mais dans les grandes lignes, c'est l'idée quoi, c'est le process. OK, OK. Est-ce que donc on parle peut-être du candidat libre? Alors le Comment ça candidat marche? libre, 3 grandes conditions. Il y a une condition sur, le diplôme, un diplôme, bac+2 dans un domaine qui justifie la création de contenu. On va aussi aller rechercher, une expérience de minimum 6 mois, pareil en lien avec la thématique, et enfin on va demander, ben, dans la soumission, de Alors juste dans les 6 mois, c'est pas une expérience, de 6 mois dans un métier où, on fait que de la génération d'IA générative, enfin, sur un contenu, avec une IA générative, c'est en fait, c'est quelqu'un qui a une expérience dans un métier où il génère un contenu, ouais, texte, image, vidéo, exactement. machin, et une expérience, de 6 mois, ça pourrait être, un cas pratique, un cas d'usage, des, travaux pour lesquels il a eu affaire à une IA générative Mmh, et pour lesquels il a vraiment pu toucher du doigt les 5 compétences qui sont sur le référentiel. Parce que ça exactement. sert à rien d'arriver à la certification, passer les vals et puis ne pas être compétent sur la compétence, je sais pas moi, 3 ou 5 parce qu'on l'a jamais faite. Voilà. Donc là, du moins, on passe une formation. Donc le candidat libre, c'est vraiment la personne qui est déjà compétente sur les 5 compétences, clés. Voilà. Et donc le 3e petit élément pour le candidat libre, c'est de fournir une lettre de motivation et en fait, c'est pas une lettre de motivation standard, c'est presque même un comment dire? Une exposition, de ses compétences et des projets qu'on a déjà menés, avec, Ouais. les IA, en fait, pour expliquer justement, pour nous expliquer en quoi le profil est pertinent Bah, c'est pour être comment instruit tu sur du candidat libre. justifies, tes C'est compétences par exactement, tes travaux, par ton voilà, par ouais, enfin, par ton tout à fait. activité et en fait, c'est ce qui justifie le fait que tu passes pas une formation. Mmh. Et Mmh sinon, mh. enfin, tout le monde passe candidat libre et là, Exactement, c'est compliqué ensuite à suivre. exactement. OK, très bien. Par rapport donc à cette évaluation maintenant, parce qu'on a parlé donc tout à l'heure des 5 blocs, de compétences. Est-ce que peut-être, Laura, tu peux nous parler, donc là, on est en plein dans nos process d'organisation là pour les premiers jurys d'évaluation et de certification. En Est-ce que effet. tu pourrais nous expliquer un petit peu la notion, d'épreuve écrite, d'épreuve orale, les rapports, tout ça? Bien sûr. Donc on a les 5 compétences qu'on a vues tout à l'heure Ouais. et les 4 premières finalement qui sont donc, le fait de produire, de choisir, sélectionner, l'IA, tout ça, va être un rapport écrit à rédiger, à fournir en amont de, finalement de la dernière épreuve qui est l'épreuve orale. OK. Mais alors ce rapport écrit, c'est sur la base de quoi? C'est quoi la consigne initiale?
de ce rapport? Il va falloir finalement soit prendre un cas concret, donc réellement en entreprise, une utilité réelle, un Ouais, projet prévu. Et donc là, on part sur un projet concret et on développe finalement les 4 compétences attendues. Ou alors on part sur un projet fictif, un d'accord. projet peut-être qui nous tient à Ou cœur. ça peut être même une création d'entreprise, Ça tiens peut voilà, être... j'envisage de faire ci ou ça et on se projette sur, tel usage. oui, tout à fait. D'accord. Derrière, il y a des consignes, hein, qui sont bien plus précises que ça, alors là, qu'on peut pas vous diffuser là aujourd'hui, Oui, parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais en tout cas, chaque compétence clé, est orientée, voilà, sur plusieurs petites consignes, sur des points clés d'évaluation oui. où on va aller vous chercher sur tous ces supports. Et donc tu parlais ensuite d'une épreuve orale? Oui, tout à fait. Donc une fois que le rapport écrit est terminé, nous, on vient le récupérer bien évidemment en amont, hein, au niveau administratif. Moi, je récupère un peu tout ça, je collectionne tout et on va vous proposer des créneaux de passage pour un oral, en effet, qui va venir, voir la compétence, la 5e compétence, et c'est cette fameuse compétence au niveau de l'éthique, et vous allez finalement, nous expliquer votre travail et ce que vous en avez, conclu. Parce qu'on peut très bien aussi avoir un projet initial et se rendre compte que finalement ce projet, on n'a pas pu le mener à terme ou, on a été bloqué par l'IA qu'on a sélectionnée. On aurait peut-être pu en choisir une autre, mais c'est pas grave. On va pas venir finalement voir si le projet a pu être fait correctement. On vient voir justement la réflexion de ce travail-là, Mmh et c'est mh. ça qui est important. L'autocritique sur, finalement, voilà, l'analyse de risque Oui, sur, le contenu qui a été généré, comment j'ai pu aussi vérifier la qualité oui, de ce contenu tout à fait. et puis les risques associés à mon environnement type, mon entreprise, j'ai dû être bloqué par mon entreprise parce que j'avais pas l'IA correspondante ou Par ouais, exemple, oui, c'est OK. une possibilité. L'oral dure combien de temps? Il dure 20 minutes en tout. On a 10 minutes, 10 minutes pour le candidat en tout cas, qui lui est accordé pour s'exprimer, pour se présenter, pour présenter son projet, et ensuite, 10 minutes de questions. Donc c'est assez court finalement. Il va falloir, au candidat être en capacité d'être Ouais, assez, il faut être à l'heure. il faut être à l'heure, il faut être très clair, il faut être très explicite, et ensuite on a 10 minutes de questions. Et l'oral par contre, c'est juste comme ça, c'est un échange donc alors ça peut se faire en visio, hein, c'est ça? C'est en visio, Mais oui. l'oral, il y a quand même un support que l'on présente au jury. Oui. C'est pas juste un échange comme ça, bah, voilà. Tout à fait. Le candidat doit en amont préparer un support de présentation orale. Ça peut être un PowerPoint. Il peut choisir n'importe quel support finalement, celui qui lui semble le plus cohérent. Et puis, il nous le transmet en amont, qu'on puisse quand même Oui, avoir un visuel dessus. Et ensuite, bien évidemment, il fait sa présentation à l'appui de ce support. OK. Pas d'oral sans jury. Non, Le jury donc, d'évaluation et de certification parce que c'est un double jury, hein. oui. Ce sera les 2 mêmes personnes qui vont faire cela. Est-ce qu'on peut peut-être en parler, voilà, jury 1, jury 2, comment ça marche? Qui fait quoi? Oui. Dans le jury, on a 2 jurés. On a le jury interne à Certifopac et un jury externe à Certifopac. Le jury interne va être une personne qui est qualifiée pour, pour faire ce rôle-là Mmh de mh. juré finalement, hein. Donc il aura bien évidemment, passé lui aussi, Donc il est compétent sur l'IA et générative, oui, c'est ça, il il est y a un process compétent sur le interne. process, ouais, Tout à fait. Et ensuite, on a un jury externe qui lui est un professionnel finalement, et un expert OK. dans ce domaine-là. En fait, c'est un jury, au même titre que ce que l'on peut voir dans les écoles de commerce, pour les titres pro, pour, n'importe quoi, quoi. Et donc ils sont bien 2. Voilà. Alors, OK. pour compléter ce que dit Laura, en fait, qu'on soit jury interne ou externe à Certifopac, le processus de qualification au final est le même parce qu'il faut qu'on s'assure que la personne qui mène le jury soit compétente. Voilà. Et après, effectivement, voilà, c'est cette pluralité de personnes dans le jury aussi qui est intéressante. Ça serait pas pertinent et ça serait même pas possible d'avoir que du jury Certifopac. Comment on devient jury? On devient jury. Eh ben, en On en 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 recherche beaucoup. envoyant sa candidature. On en recherche beaucoup parce qu'on a beaucoup de monde à certifier. Ouais, tout à fait. Alors déjà, Hem, si le jury enfin, si la personne qui candidate est elle-même certifiée AG, déjà, ça aide énormément parce que, ça permet, de justifier d'une compétence sur le référentiel. mmh, Voilà et il y a pas 50 certifications aujourd'hui. Alors, il y a eu des bribes, hein, des projets de certification par Amazon, par Microsoft, par Google. Mais là, vraiment, sur ces 5 compétences clés, il vaut mieux être soi-même en fait, avoir déjà soi-même passé cette certification pour ensuite pouvoir dire: «OK, je suis jury». Puis c'est un peu logique au final. Oui, tout à fait.
fait. Qui mieux qu'une personne qui a passé la certification peut derrière ensuite, bah, se mettre à la place du candidat et comprendre ce qu'il Bah, fait et voilà, comprendre ce qu'il génère. tu connais les enjeux sur le rapport écrit, ce qu'il faut faire. Tu connais aussi, Oui, bah, l'organisation, de ton éval, de tout à ton fait. oral et tu sais après derrière aussi, voilà, bah, la posture, jury, enfin tout quoi. Que c'est presque alors c'est pas écrit, c'est pas obligatoire, mais c'est Non, un c'est recommandé. prérequis quasi indispensable en tout Oui. cas, En tout cas, ce dans sera les débuts. nous aussi un choix qu'on va faire, Ouais, ouais, on va préférer des ouais. personnes certifiées. On va les prioriser. Oui. Et en fait, c'est quand même pour élargir le champ, parce que sur les critères pour pouvoir instruire une demande pour le jury, euh, bah, en fait, on va retrouver, nous, ce qu'on va demander, c'est surtout déjà un CV détaillé, voilà, qu'on ait les infos sur le candidat. Et derrière, en fait, c'est comme vous expliquiez, vous deux, soit on est capable de justifier de ses compétences via une formation, via un diplôme, ou soit on est capable de justifier ses compétences via une expérience professionnelle. Mais alors là, attention, il faut être en mesure de démontrer tout ça par des preuves. C'est pas juste sur un CV, j'ai fait 1 an de ci, de ça, j'ai mené tel projet, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas capable de prouver que vous avez fait ça, ben, ça va pas nous suffire non plus. Voilà. Donc voilà, nous on veut des éléments en fait, des éléments très concrets qui soient, liés à une expérience professionnelle, à un projet mené à bien, ou à une formation passée qui permet de justement justifier toutes ces compétences. Et effectivement, alors le fait de passer cette certification professionnelle, bah, ça permet déjà en fait de répondre, assez rapidement à la partie, ben, je dispose des compétences puisque j'ai une preuve, regardez, j'ai ma certification. Mmh. Oui, puis tu en as plein qui sont sur les IAG depuis, 2 ans. Mmh, Des experts, les gars, ils font que ça, enfin, tout à fait, ils peut-être même qu'ils font des conférences, toute la semaine partout en France ou exactement, même sur internet. exactement. Ceux-là, bon, on va pas leur dire, «Passez la certif». Alors s'ils le souhaitent, on serait super content. Mais en tout cas, si on s'appuie sur leur CV et sur leur expérience déjà, passée, produite, ça peut être amplement suffisant, voilà. Mmh. Du moment, bien sûr, de passer notre process interne, d'être compétent sur les modalités d'évaluation et de connaître le référentiel. OK, donc là, c'est pour la partie jury. On parlait tout à l'heure par rapport aux voies d'accès. Tu sais, donc on disait candidat libre, formation continue, formation initiale. On disait donc il faut suivre une formation par un organisme habilité. Mmh. OK? Alors ça, c'est une notion un petit peu technique. C'est une notion aussi d'habilitation à former, donc avec France Compétences et c'est aussi une notion qui ouvre, l'accès donc pour ces formations-là au CPF. Donc c'est très engageant, il y a plein d'obligations, partout, heu, à la fois pour nous comme certificateurs, à la fois pour les OH, pour les organismes habilités, heu, entre guillemets comme partenaires qui vont préparer à la certification. Est-ce qu'on peut en parler peut-être, alors sans faire un portrait, Alors trop sérieux, trop, ouais, catastrophique? en fait, non, mais si on veut déjà en fait, si on veut être pragmatique, déjà sur la situation, c'est que, ben, voilà, les personnes ou les organismes de formation, ils connaissent déjà, le monde du CPF, ils savent que, les conditions, se durcissent et en fait, c'est normal parce qu'il y a eu aussi, il y a eu beaucoup d'abus. Voilà. Et bah, forcément, il y a des abus, bah, derrière, c'est tout le marché qui Mmh. tend aussi à se comment dire? À se réguler, à se responsabiliser davantage. Nous, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre rôle, c'est, de faire de l'évaluation et de la certification, du monitoring, on sait faire. C'est-à-dire que alors monitoring, c'est, contrôle de performance et si on travaille avec des organismes habilités, bah, c'est de surveiller, de veiller à ce que, par exemple, les conditions, des DOF soient bien respectées, ce genre de choses. Voilà. Alors quand on veut être organisme habilité, il y a un dossier de candidature à déposer auprès du certificateur, donc en l'occurrence, auprès de Certifopac. Et pour être pareil, très synthétique sur ce dossier, parce qu'on a fait une vidéo vraiment, explicite sur le sujet. Ça voilà, je vous inviterai à la consulter si vous êtes intéressé. Mais en gros, c'est un dossier de candidature, justifié, voilà, de son existence, juridique, en tant qu'entreprise, de sa couverture, en tant qu'assurance, enfin sur le plan des Mmh, assurances. mmh. Et puis en fait derrière, chaque formation, nous il va nous falloir, des preuves que les formateurs soient compétents. Et des preuves que les formateurs soient compétents et que sur les formations qui vont être proposées, un descriptif de ces formations, voire même les contenus, et s'assurer qu'en fait,
la préparation de notre référentiel s'inscrit correctement dans la formation dispensée par l'organisme. Ça va être super important. Il ne faut pas qu'il y ait Et oui, en un gros, décalage en ouais, fait entre ce que propose l'organisme et la en réalité de gros, la c'est certification. indicateur 7 Calliope. C'est la cohérence entre le référentiel de compétences sur la certif IAG. Alors, Exactement. juste aussi, pardon, mais on parle depuis tout à l'heure de la certif IAG. La certif IAG, si vous la tapez sur France Compétences, vous la trouverez pas parce que c'est le nom commercial. Ok. Oui, Et ce n'est qu'un nom commercial. Le nom très précis, donc c'est le nom suivant, produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d'IA générative de façon responsable. mm. Voilà. Sauf que c'est un peu trop long à dire, Ou alors donc le code on RS, préfère. le code RS 6891, et là, paf, vous tombez tout de Voilà, suite il y a dessus. la fiche sur le site Ou web vous aussi. écrivez Certifopac dans la recherche, c'est pareil, c'est aussi facile. Ouais, Oui, d'ailleurs, moi, j'ai testé aussi juste en écrivant IAG, hein. Ça marche très bien. IAG, ça marche. On Ouais. trouve tout de suite notre Mm. certification. Oui, parce qu'on l'a mis entre parenthèses dans le titre. Oui, tout à fait. Donc c'était, ouais, Ça ça permet c'est de bien pratique. faciliter. Ok. Et donc oui, donc qu'est-ce qu'on disait? Et donc, alors, ce qu'on disait justement, on parlait de la cohérence Oui, voilà, c'est ça. Donc indicateur l'offre 7. Voilà. de l'offre de l'organisme habilité Donc, vis-à-vis ouais. de la certification professionnelle. Et en fait, alors, et moi je pense juste terminer là-dessus, c'est que on voit souvent en fait des organismes, ben, on se balade sur le CPF, ils vendent une offre qu'ils vont formaliser eux-mêmes, dont le titre sera formalisé ben, par leurs soins. Et en fait, ben, il y en a, ils s'amusent un peu à tricher, c'est-à-dire à détourner le titre de leur offre pour toucher un public plus large. Et ça, bah, nous, on va avoir une très très grande vigilance sur le Mm, sujet. mm. Oui, tu peux pas juste écrire un titre formation ChatGPT. Exactement. Ça, Voilà, ça peut, c'est en pas fait, ça. en fait, ça peut engendrer auprès du consommateur final C'est une tromperie. une tromperie. Voilà, Ouais, c'est une tromperie. ouais. Et, Au même et titre voilà, qu'on avait par le passé formation blockchain, formation Bitcoin. exactement. Non, ça marche pas, quoi. Bon, heureusement, il y a quand même là du tri qui Ouais, maintenant se fait. Il y ouais. a, il y a quand même des contrôles qui se réalisent. Mais on n'est pas à l'abri que ces pratiques continuent voilà, à avoir lieu. Et nous, notre rôle aussi, c'est de pouvoir contrôler à fréquence régulière que les organismes jouent bien le jeu. Et nous, en fait, on veut travailler avec des organismes qui soient carrés dans leurs pratiques euh, et qui suivent nos dispositions. Ok. Euh, Super. Est-ce que vous avez peut-être un petit peu le rétro-planning là sur 2025, le déploiement de la certification? Euh, À part dire, bon, c'est chaud. Non. Non, alors, si je dis que Alors, c'est chaud, c'est parce que forcément, c'est une certification qui est entre guillemets un petit peu à la mode, hein. C'est, voilà, on est sur des outils qui sont nouveaux, on est sur des, voilà, sur des usages qui sont demandés. Donc, c'est une certification enfin, qui est quand même très porteuse. Maintenant, derrière, nous, le but du jeu, c'est pas de la vendre le plus vite possible, pas exactement. En fait, n'importe quoi c'est ce derrière. que j'allais dire. C'est C'est d'avoir un tronc commun, un socle de base aussi pour les organismes habilités. Mm. Oui. C'est avoir une attitude mesurée, pas prendre trop de temps, mais pas être trop long non plus. Et c'est de consolider déjà le process RH interne pour avoir le personnel ben, en quantité suffisante pour gérer tout le process. Parce que ben, quand derrière, il y a des demandes de certification et qu'il faut traiter sur le plan administratif des Mmh, dossiers, mmh. ben, Laura qui est seule aujourd'hui, bah, voilà, au bout d'un moment, elle a deux bras, ça suffira plus. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi cette recherche en ressources internes qui est très active et qui est vraiment en cours, là, qui Donc là, on commence à se prévoit dessiner. 5 collaborateurs au premier semestre 2025. Exactement, l'idée c'est d'avoir une équipe, Laura, t'es prête? voilà, c'est d'avoir une équipe efficace qui va permettre de gérer toutes les étapes toutes les étapes administratives jusqu'à la réalisation des jurys, avoir aussi du personnel en interne compétent pour réaliser les jurys. Ça, c'est pareil, l'enjeu du premier trimestre. Et en parallèle également, ben, commencer à habiliter aussi les premiers organismes. Et encore une fois, dans la stratégie, nous, on vise pas 150 organismes habilités, quoi. Enfin, voilà. Mmh, mmh. Aujourd'hui, déjà, on va fonctionner sur du qualitatif parce que faire de la quantité, c'est bien, mais derrière, il faut le gérer efficacement. Et on ne peut pas prétendre avec une équipe de 5 à gérer voilà, une masse énorme d'organismes habilités. Donc derrière, ça va être aussi, là, il y a une liste d'attente, je crois, qui est en cours, qui est accessible sur le site internet. Donc les organismes qui sont intéressés peuvent compléter cette liste d'attente.
Et donc nous, après, il va avoir une étude de façon chronologique par demandeur. Euh, c'est un peu premier arrivé, premier servi, dans la mesure où les critères pour être organisme habilité sont respectés aussi. Mmh, mmh. Ok. Donc après, déploiement effectif, moi j'ose espérer qu'au deuxième trimestre 2025, on commence quand même à rentrer dans le dur des jurys, etc. Ça veut Mmh. pas dire qu'on Bah, commence pas. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme le TOSA ou comme le TOEIC où c'est des quiz à remplir ou des évals qui sont Ouais, en ligne. Enfin exactement. bon, ok, il y a des évaluateurs en ligne qui vérifient si, par exemple, le candidat est bien connecté, machin. Enfin, mais là, en tout cas, nous, on a cette contrainte enfin, qui est même en fait une opportunité, mais cette contrainte d'avoir deux jurys. Mm. Donc, bah, c'est enfin, deux personnes, quoi, et c'est une vraie planification. Ouais, Voilà, parce tout à que le fait. but du jeu, c'est aussi d'optimiser parce que on est sur des évals qui durent 20 minutes, mais on sait pertinemment que ça dépasse un petit peu, enfin souvent, voilà, 25-30 minutes, le temps aussi que le jury délibère ou autre. Donc on peut faire passer quoi? 6 à 8 candidats dans une matinée pour un seul jury, ça fait 12 par jour. En fait, on est vraiment limité par rapport à ce facteur humain. Donc Tout à fait. on peut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, on a fait quand même pas mal le tour, hein, je pense, sur tous ces sujets-là, sur la certif IAG. Oui, oui, oui. Bah après, voilà. En plus, l'idée de cette vidéo, c'était de pouvoir aborder les choses sous différents angles, sans forcément, comme tu le disais, aller trop en profondeur dans les sujets, parce que en même temps, après, on rentre dans des éléments techniques, notamment sur tous les éléments de candidature. Et comme je l'ai déjà répété, mais on a des vidéos dédiées sur le Mmh. sujet, donc vous allez pouvoir prendre le temps, si ça vous intéresse, pour être jury ou pour être organisme habilité ou pour candidater, ben, prendre le temps de consulter ces vidéos. Nous, l'idée, c'est quand même de présenter dans son ensemble la certification IAG et en fait de comprendre son cheminement. Voilà, le fait que c'est pas juste certif opaque, que voilà, on n'est pas juste en candidat libre, on peut être dans le cadre d'une formation, que voilà, on est préparé par des organismes de formation. C'est vraiment de comprendre tout ce cheminement pour les différentes parties prenantes. Et puis après, bah, une fois que c'est compris, on rentre dans des aspects plus spécifiques. Mmh. Bon, super. Bon, Laura, pour ce premier direct, Oui. qu'est-ce que tu as à dire? Bah, j'ai hâte de recevoir, toutes les demandes de candidature. Ah, j'ai cru que tu allais dire que tu avais hâte de faire d'autres vidéos avec nous. Non, non, non. Mais Non, c'est un réel plaisir de passer ce moment ensemble, ça c'est sûr. Qui s'est, d'ailleurs très bien passé, je pense, hein. bon, bah, ouais, bon, chouette. Bon, bah, en tout cas, bah, écoutez, enfin, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là. Ouais, alors juste, Merci. je reprends juste rapidement. Si vous avez des questions, que vous avez pas, voilà, vous avez peut-être pas osé les poser sur le chat ou autre, vous pouvez bah, nous joindre par mail, hein, ou nous appeler, tout Ouais, la simplement. page contact du site On, contact@certifopac.fr. voilà. Vous avez toutes les infos sur le site certifopac.fr. Il y a la rubrique certif IAG. Mm. Pour ceux qui nous suivent déjà sur la partie Calliope, vous avez aussi toutes les infos sur Calliope, les modalités, le process, faire un devis, enfin voilà. C'est le même fonctionnement pour la certif IAG. N'hésitez pas à nous suivre bah, sur nos réseaux, alors autant LinkedIn que YouTube. Merci énormément pour votre suivi. Puis Merci bah, à Tanguy. bientôt. Merci, ouais, ouais. Et puis bah, écoutez, on se retrouve Merci Jimmy. dans d'autres vidéos. Merci. Salut. Merci.